L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. L'actualité en Côte d'Ivoire avec le procès des éléments des forces républicaines FRC. 7 militaires soupçonnés de meurtre répondaient devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ils risquent 20 à 30 ans de prison. Dans l'actualité également, cette découverte majeure dans l'enquête sur les attaques de Boston aux États-Unis. Le FBI a trouvé les débris d'un sac à dos qui aurait contenu l'un des 2 engins explosifs. Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage. Dans ce journal, nous serons en direct de New York avec une critique d'art littéraire. Et puis à 2 ans de l'échéance de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, le Burkina Faso réfléchit déjà aux nouvelles orientations de développement à prendre après 2015. Mesdames et messieurs, merci de choisir Africable Télévision pour vous informer. C'est sur la Côte d'Ivoire que nous ouvrons cette édition. Le procès des éléments des forces républicaines FRC, soupçonnés du meurtre d'au moins 5 personnes en décembre 2011 à Vavois, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, était hier à sa 2e journée. 7 militaires répondaient de ces graves accusations devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ils risquent 20 à 30 ans de prison. Ange Herman Niani, Bernadette Ado et Herman Dogo y étaient. L'un après l'autre, ils se sont expliqués face au juge pour le meurtre d'au moins 5 personnes survenu le 18 décembre 2011 à Vavois dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces 7 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, dont 2 étrangers, sont donc poursuivis pour exactions et violations graves des droits humains sur une population civile. Ils encourent 20 à 30 ans de prison. Leur défense, malgré tout, se dit confiante. On ne peut pas prendre un jugement général sur les forces républicaines en général, ou même sur les forces républicaines à Vavois, pour accuser 5 ou 6 personnes. Oui, nous sommes très confiants. Nous espérons que la vérité finira par sortir. Nous sommes tous d'accord que quand il y a mort d'hommes, surtout en la matière, que les coupables soient punis comme il se doit. Mais nous ne sommes pas d'accord que des innocents payent pour des coupables. Et c'est là notre bataille. Au total, 33 dossiers, dont 7 pour assassinat, seront instruits cette année contre des FRC. Le pouvoir jusque-là accusé de pratiquer une justice partiale réitère son engagement à lutter contre l'impunité, même dans son camp. Il ne faut pas que les gens soient trop pressés. Il y aura des résultats. Je suis convaincu que le président Ouattara, qui a fait de la lutte contre l'impunité un des éléments forts de son programme, ne va pas permettre que cela se passe. Un premier procès contre des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est bien dit Human Rights Watch. Seulement, selon cette organisation de défense des droits de l'homme, le pouvoir ivoirien devrait aussi engager des procédures plus sensibles dans lesquelles les FRC seraient impliqués. Je l'ai annoncé en titre, c'est une découverte majeure dans l'enquête sur les attaques de Boston il y a 2 jours. Le FBI a trouvé les débris d'un sac à dos, un sac qui aurait contenu l'un des 2 engins qui auraient explosé à l'arrivée du marathon. Des bombes artisanales avec des plombs et des clous. Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage dans la capitale du Massachusetts. Rassemblement et prières à la mémoire des victimes, 3 morts du double attentat de Boston. Jusque tard dans la nuit, plusieurs centaines de personnes se sont recueillies ici, près de la maison de Martin Richard, 8 ans. Sa petite sœur est à l'hôpital dans un état critique. 176 personnes au moins ont été blessées, certaines très grièvement. 2 engins explosifs placés le long du parcours du marathon de Boston. Les enquêteurs ont ratissé les lieux de l'attentat et trouvé des restes, fragments de plomb, des clous, peut-être contenus dans une cocotte minute. Voilà les quelques éléments entre les mains du FBI. Les 2 engins explosifs ont été transportés dans des sacs en nylon sombre. Nous n'avons actuellement aucune revendication. Les hypothèses concernant les responsables et leurs motifs restent très nombreuses.
Nous demandons à tous ceux qui auraient entendu quelqu'un évoquer le marathon ou la date du 15 avril, tout propos suspect doit nous être rapporté. Qui et pourquoi? La question demeure donc en suspens. Aucune piste n'est exclue. La piste intérieure, celle des militants américains d'extrême droite hostiles au pouvoir fédéral, ou la piste internationale, celle de djihadistes islamistes. Les bandes des caméras de surveillance sont attentivement scrutées. Les enquêteurs ont également demandé aux Bostoniens de leur transmettre toute photo ou vidéo qui pourrait faire avancer les investigations. Un travail colossal, plus de 1000 personnes mobilisées pour trouver le ou les auteurs de cet acte terroriste. Un acte qualifié d'odieux et de lâche par le président des États-Unis. Barack Obama, qui sera jeudi à Boston, il assistera à une cérémonie religieuse en hommage aux victimes. Justement, à propos des explosions de Boston, nous avons en ligne Mawa Bakayoko, chroniqueuse et écrivaine aux États-Unis. Mawa, bonsoir. Bonsoir. Les États-Unis vivent constamment sous la menace d'attaques terroristes. 12 ans après ceux du World Trade Center, peut-on dire que le système de sécurité américain a failli? Je voudrais d'abord condamner de manière ferme ce tout acte de terrorisme injustifiable et injustifié. La terreur ne devrait pas être le mode de revendication de certains idéaux. Les États-Unis, le système sécuritaire des États-Unis est comme tout ce système humain. Nous avons toujours des failles. Les États-Unis ne pourraient mettre derrière chaque habitant un policier ou un gendarme. Le système sécuritaire américain est un système très bien élaboré, mais comme toute chose humaine, nous avons certaines failles. Et les terroristes utilisent cette faille. Et c'est ce qui s'est passé à Boston. Cette faille a été utilisée et se sont engouffrés. Il faut dire également que le marathon se faisait à l'air libre, avec plusieurs entrées. Donc il y avait possibilité d'infiltration à tous les niveaux. Alors le système a failli, sans doute, c'est une œuvre humaine. Et le système, ils vivent constamment en état d'alerte. Donc forcément, l'œuvre humaine a failli quelque part. Mawa, les explosions de Boston ont eu lieu le jour du Patriots Day. Certaines personnes refusent-elles cette Amérique de la diversité? Je veux dire, une Amérique ouverte au monde. Non, je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas préjuger des coupables. Le président Obama, dans sa première intervention, l'a signifié. Laissons l'enquête sur son cours. Et il faut souligner que les États-Unis, c'est un melting pot, c'est un brassage énorme. Et donc dire que la cible, le Patriot Day a été une cible idéale pour certaines personnes pour revendiquer, je ne sais pas, un idéal qui ne devrait pas se faire de la sorte, c'est préjuger un peu trop tôt de ces coupables-là. Aujourd'hui, la porte est ouverte à toutes les suppositions. Même les talibans ont dit qu'ils n'ont pas revendiqué. Parce que la première des choses, c'était on aurait pu s'attendre à une certaine revendication de certains groupes terroristes, et qui n'est pas le cas. Il n'y a pas de revendication. Donc aujourd'hui, la porte est ouverte à toutes les discussions. Donc évitons de préjuger de ce qui pourrait le faire. Pas de conjoncture. Le Patriot Day, c'est une date comme une autre. Et je pense que les Américains l'ont compris. Ils l'ont compris, ils vaquent à leurs occupations. C'est vrai que quelque part, c'est toujours choquant de subir un tel acte. Mais la vie continue. Et le président Obama ira dans les heures qui suivent à Boston pour dire que la vie continue. On vit avec cela depuis le 9/11. Les Américains vivent constamment avec ça. Mais ça ne fait pas des personnes névrosées qui se disent que quand ça arrive, on arrête tout. Non, c'est un peuple qui est fort, c'est un peuple qui fait ce qu'il veut, et la vie continue. La vie continue. Mawa Bakayoko en direct de New York. Mawa, merci. Merci à vous.
Dans l'actualité également, le Mali, le chef de l'EITM, la mission européenne de formation, a rendu ce matin une visite à la garde nationale. Objectif, s'enquérir des problèmes de cette force polyvalente. L'occasion était bonne pour le général François Lecointre d'échanger avec des stagiaires en formation au renseignement tactique sur le théâtre des opérations. Le général Lecointre que nous écoutons au micro de nos confrères de la DIRPA. Donc pour moi, d'une certaine manière, la garde nationale est une forme d'idéal à atteindre. Et je voulais, par la visite que je vois aujourd'hui à cette unité, vous dire à quel point je suis admiratif de ce que vous êtes. Pour autant, vous savez comme moi, il est nécessaire de continuer à faire des efforts. Je sais que la garde nationale a des faiblesses, des difficultés, des problèmes d'effectifs qu'il faut recompléter, des problèmes de mission qu'il faut bien définir. Et puis qu'elle a besoin, comme toute l'armée malienne, d'une formation complémentaire. Mali toujours, Boukari Daou en liberté provisoire sera fixé sur son sort le 23 avril prochain. Les démêlés judiciaires de notre confrère accusé d'incitation au crime et au délit relancent le débat sur les conditions d'exercice du métier de journaliste en Afrique. C'est du moins ce qui ressort de l'entretien que Madiambal Diagne, membre de l'Union des journalistes d'Afrique de l'Ouest, a accordé à nos reporters Ismaël Obianze, Sori Kondo et Daouda Doumbia. Nous avons senti qu'il y a de plus en plus de menaces contre la liberté d'expression et surtout contre la sécurité physique des journalistes. Voyez ce qui s'est passé au Mali ces 2 dernières années. Des journalistes avaient été tabassés. Des journalistes sont intempestivement convoqués dans les services de l'État pour des enquêtes. Des journalistes font l'objet de menaces. Des journalistes font l'objet d'ostracisme ou même d'oppression. Et nous nous lasserons de le dire. La liberté de la presse est menacée et la presse, comme on le sait, est, disons, un rouage substantiel de la démocratie. Et il faudrait nécessairement qu'on travaille, disons, sans relâche à garantir cela et à garantir vraiment l'indépendance de la presse, mais aussi à garantir sa place dans le l'échiquier démocratique dans nos différents pays. La presse a pour vocation d'informer le public, surtout sur la façon dont les gouvernements se comportent, sur la façon dont les affaires publiques sont gérées. Et naturellement, les gouvernements ne souhaiteraient peut-être pas qu'on porte sur la place publique certaines informations qui sont censées pouvoir les gêner dans leur façon de gouverner ou bien qui peuvent peut-être susciter même un rejet de la part des populations. Donc vous voyez, dans ces conditions-là, il est difficile vraiment qu'on puisse s'entendre. Mais néanmoins, que chacun reste dans son rôle. Sur un tout autre registre, à 2 ans de l'échéance de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays africains, réfléchit déjà aux nouvelles orientations de développement à prendre après 2015. Un reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Lamine Kombari. À 2 ans de l'échéance de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD, le Burkina, à l'instar des autres pays africains, réfléchissent aux nouvelles orientations de développement à prendre après 2015 et à accélérer les progrès vers la réalisation des OMD. Lorsqu'on fait l'évaluation aujourd'hui, à 2 ans de cette échéance, on se rend compte que certainement il y a eu des avancées dans certains domaines, mais manifestement, on ne pourra pas être au rendez-vous comme on l'aurait souhaité. Et pour anticiper et faire en sorte qu'après 2015, cet élan, cet engouement que ça a suscité, la formulation des OMD ne se sont pas, on a pensé qu'il fallait qu'on puisse dès à présent réfléchir à comment formuler un nouveau programme. 2 mois durant, une équipe de consultants avec l'appui du système des Nations Unies du ministère de l'économie et des finances vont sillonner les 13 régions du Burkina. Objectif, recueillir les aspirations de développement des peuples burkinabés. Là où on n'est pas encore arrivé, c'est parce qu'on était parti de loin. Donc il faut toujours voir les ambitions qu'on s'était données et les mesurer et mesurer les progrès atteints en fonction d'où on vient et par rapport aux efforts consentis. Au terme des travaux, ces échanges entre acteurs au développement devraient permettre l'élaboration d'un agenda de développement post-2015. À présent, l'actualité en bref et en images avec Abdoulaye Koni. Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, l'Iran lui-même produit de l'uranium. C'est la réponse de Mahamadou Issoufou devant l'insistance des journalistes lors de la visite officielle au Niger de Mahmoud Ahmadinejad. Le président iranien a donc quitté Niamey sans aucun contrat d'uranium dans ses valises.
Des milliers d'habitants du Darfour central ont fui ces derniers jours le Soudan et franchi la frontière avec le Tchad. Ces populations qui fuient les attaques des milices sont actuellement dans la zone de Tissi où Médecins sans frontières tente de leur venir en aide. Les Palestiniens marquaient ce mercredi la journée annuelle des prisonniers détenus par Israël. La journée a été marquée par des manifestations de soutien à Cisjordanie et à Gaza. Rappelons que Israël détient près de 4700 Palestiniens, la plupart pour des motifs de sécurité. Et puis, grand élan de solidarité pour Runa Begoum. À 18 mois, la fillette indienne est atteinte d'une anomalie nommée hydrocéphalie, un mal qui cause une hypertrophie de son crâne. La circonférence de sa tête fait 91 cm, donc 2 fois plus grosse que la normale, une anomalie neurologique très grave. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne rendait hommage à Margaret Thatcher, décédée la semaine dernière à l'âge de 87 ans. Celle qui aura occupé le 10 Downing Street pendant 11 ans avait toujours dit qu'elle refusait des funérailles nationales. Et pourtant, les cérémonies en avaient tout l'air avec le déploiement de 4000 policiers et quelques 2300 invités venus de 170 pays. Ce sont les funérailles les plus imposantes qu'a connues la Grande-Bretagne depuis celle de Winston Churchill en 1965. 700 militaires sont déployés le long du parcours. Le cercueil, posé sur un affût de canon, défile dans les rues de Londres. Derrière les barrières, un public nombreux et des applaudissements pour celle qui fut Premier ministre pendant 11 ans. À la cathédrale Saint-Paul, 2300 invités attendent le cortège. Parmi eux, la reine Elisabeth et son époux. Une présence exceptionnelle, le protocole ne lui imposait pas de venir, mais la monarque a tenu à être présente. Aux côtés du Premier ministre David Cameron et de sa femme, tous les anciens chefs de gouvernement britanniques assistent à la cérémonie, y compris le travailliste Tony Blair. Devant cette assemblée, David Cameron a lu un passage de la Bible. Laissez votre cœur en dehors des problèmes. Croyez en Dieu et en vous-même. Margaret Thatcher avait fait savoir qu'elle ne souhaitait pas de texte politique pour ses obsèques. Elle ne souhaitait pas non plus de funérailles nationales. Celle que la Grande-Bretagne lui offre aujourd'hui s'en rapproche énormément. C'est une première pour l'Afrique avant de refermer cette édition. Le Burkina et le Deux-Yeux. 2 étudiants de l'Institut panafricain viennent de remporter la finale mondiale de la Global Social Venture Competition, la seule compétition internationale de business plan de projet d'entreprise alliant viabilité économique et impact social destiné à des étudiants et jeunes diplômés aux États-Unis. Un reportage de nos correspondants permanents au Burkina Faso, Jonas Bazier et Joseph Paré. Mokta Dambélé et Gérard Nyondigo offrent un prestige inespéré à l'Afrique, au Burkina Faso et à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement Deux-Yeux. On a remporté le premier prix, celui du jury, et également le prix du public. Donc c'est-à-dire qu'on a convaincu le jury, on a convaincu le public. C'est la fierté pour l'Afrique, c'est la fierté pour la jeunesse. Et nous pensons que ça va pousser les autres même à vouloir aller dans le bas. Ils ont créé ensemble Faso Soap, ou savon du Faso, une solution innovante et accessible pour la prévention du paludisme. Parce que le paludisme, vous le savez, c'est la première cause de mortalité en Afrique. Voilà, donc nous on a voulu innover en permettant aux populations d'avoir accès à un produit efficace et voilà, à moindre coût. Leur génie a payé puisque aujourd'hui ils sont sur le toit du monde. Ils ont remporté la Coupe du monde du business plan et projet d'entreprise. Une place qu'aucune école non américaine n'avait gagnée jusque-là, de quoi justement galvaniser les Deux-Yeux.
Je crois qu'ils sont capables de faire encore plus. On aura, j'espère, l'année prochaine d'autres équipes. Nous-mêmes, nous allons lancer un concours de business plan pour la jeunesse africaine. Donc là aussi, on va montrer que l'Afrique n'est pas en reste dans la compétition. On va inviter les équipes des autres continents. Félicitations déjà, parce que là, ils ont pu augmenter la renommée de l'école déjà. Et puis, montrer que l'Afrique est valable quand même sur le plan mondial. Et c'est ce qui justifie cet accueil grandeur nature. Bon vent à ces lauréats africains. C'est sur ces félicitations que nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur la première chaîne panafricaine. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.